Bonjour tout le monde, je m'appelle Christopher Roche, je suis un étudiant au doctorat sous la supervision de Philippe. Et aujourd'hui, en fait, je vais présenter un projet complémentaire à mon projet de recherche. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode basée sur les réseaux LSTM, donc en anglais, c'est les Long Short-Term Memory Network, pour prédire les variations du niveau d'eau dans le puits d'injection selon différentes conditions d'opération, donc différents débits d'injection et température de l'eau injectée. Donc, en fait, là, je vais vous mettre en contexte sur trois aspects principaux de mon projet. Donc, les puits d'injection, l'effet de la température sur la viscosité dynamique de l'eau et sur les réseaux LSTM. Donc, en fait, là, les puits d'injection sont souvent utilisés dans des systèmes géothermiques de puits à colonne permanente, donc de PCP. Puis quand on va activer la saignée, donc quand une partie de l'eau qui est pompée dans le PCP va être injectée dans le puits d'injection, on va créer en fait un rabattement dans le PCP, ce qui va augmenter, qui va amener en fait un apport de l'eau souterraine vers le PCP et ainsi là, stabiliser la température dans le puits et donc augmenter l'efficacité thermique là, temporairement de l'échangeur de chaleur souterrain. Par contre, là, les puits d'injection, comme Léo l'a mentionné là, précédemment, ben, ils peuvent être sujets à des problèmes de colmatage. Donc, quand on injecte de l'eau dans un puits d'injection, on peut loger des particules de gaz, des bulles de gaz. En fait, on peut aussi loger des particules et des précipités chimiques qui vont faire, en fait, qui vont diminuer la conductivité hydraulique autour du puits d'injection. Donc, c'est important là, de redévelopper de temps en temps son puits d'injection pour en fait retrouver la capacité d'infiltration de notre puits d'injection. Donc, un des problèmes, un des effets en fait qu'on pense pas, qu'on ne mentionne pas souvent, c'est l'effet de la température sur la capacité d'infiltration. En fait, l'effet de la température sur notre viscosité dynamique de l'eau qui va affecter en bout de ligne l'infiltration, la capacité d'infiltration. Donc, on va voir ça à l'instant. Donc ici, là, je vous présente à gauche, dans le graphique de gauche, l'évolution de la densité, de la masse volumique, en fait, et de la viscosité dynamique de l'eau en fonction de la température. Donc, on voit là que les deux vont diminuer de manière non linéaire en fonction que la température augmente. Puis en fait, ça va avoir un impact direct sur la conductivité hydraulique, qui est fonction, on se rappelle, du milieu et du fluide. Donc en fait, là, à droite, pour une conductivité, une perméabilité donnée, en fait, on va obtenir là, un accroissement de la conductivité hydraulique. Puis là, notez que celle-ci va doubler, en fait, à cause de cette augmentation de température-là, entre 4 et 30 degrés. Donc, on va passer de 6 à 12 fois 10 à la moins 6, juste à cause de ces variations causées par la viscosité dynamique. La capacité spécifique d'un puits est souvent utilisée pour évaluer la performance d'un puits et pour planifier la maintenance sur celui-ci. Donc, les raisons pourquoi on utilise ça, c'est simple. L'effort requis pour acquérir les données est minime et ça fonctionne assez bien là, dans les ouvrages les ouvrages de captage d'eau souterraine où la température de l'eau va varier là, très peu, en fait. Donc, pour un régime permanent, un rabattement en régime permanent et un débit de pompage ou d'injection, on peut facilement trouver la capacité spécifique. Par contre, quand on pense à un puits d'injection dans un système géothermique de PCP, en hiver ou en été, la température de l'eau qui va être injectée va varier. En hiver, on va s'attendre à des températures plus faibles de l'eau, alors qu'en été, des températures plus élevées. Donc, cette méthode-là n'inclut pas l'impact de la température sur la viscosité. Donc, c'est un point là, à noter. Également, selon la stratégie de saignée qui est employée, on peut ou on peut ne pas atteindre un régime permanent dans le puits d'injection. Donc, pour ces deux principales raisons-là, on croit qu'il y a peut-être une meilleure approche pour planifier la maintenance là, sur nos puits d'injection. On croit que les résidus entre qu'est-ce qui est la réalité, donc le rabattement mesuré dans un puits d'injection, et qu'est-ce qui serait prédit par un modèle. Donc, ces résidus-là agiraient comme un représentant en fait, au développement de colmatage. Puis, en fait, avant d'en arriver là, on a vraiment besoin d'un modèle qui est capable en fait, de prédire les rabattements dans un puits d'injection. Donc, ce modèle-là a besoin d'être rapide
pour qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles données qui arrivent, on puisse faire une analyse rapidement. On veut que ce modèle-là inclut l'impact de la température sur la viscosité dynamique de l'eau. Puis, on veut également qu'on ait quand même une assez bonne précision, là, en fait, de notre modèle. Donc, on veut que notre modèle soit précis pour pouvoir faire éventuellement une analyse des résidus qui en vaut la peine. Donc, nous, la solution sur laquelle on s'est penché, c'est d'entraîner un réseau LSTM qui va nous permettre, en fait, de prédire ces variations de niveau d'eau. Donc, les réseaux de neurones artificiels requièrent là, plusieurs paramètres, en fait, un jus de données élevé pour entraîner ce réseau de neurones artificiels-là. Puis, en fait, les données d'opération sont quelquefois pas disponibles. Et c'était le cas pour nous, en fait. Donc, on s'est penché, pour pallier ce problème-là, on a utilisé un modèle numérique pour simuler plusieurs scénarios là, d'injection qui va nous permettre là, éventuellement de construire notre base d'entraînement pour ensuite entraîner notre modèle numérique, notre réseau LSTM. Donc, en fait, on va développer un modèle 2D aximétrique du puits d'injection. On va ensuite faire plusieurs scénarios, donc le rouler plusieurs fois pour ensuite entraîner un réseau LSTM qui va en fait là, apprendre les différents processus physiques là, non linéaires et non stationnaires qui se passent dans le puits d'injection pour ensuite tester ce réseau LSTM-là au laboratoire mobile situé à Varennes. Donc, dans le fond, on entraîne sur des données synthétiques seulement et ensuite, on va le tester sur des données réelles. Donc, juste pour un peu vous montrer un peu c'est quoi un réseau LSTM. Ici, je vous présente là, un réseau LSTM à une couche. Donc, en rouge, on a les entrées qui, dans notre cas, serait le débit de saignée, par exemple, et la température de cette eau qui est saignée. Puis, la sortie du réseau serait, dans notre cas, les rabattements mesurés. Donc, en fait, ici, on a une couche LSTM avec la cellule LSTM, donc l'encadrée. Puis, cette cellule LSTM-là, en fait, elle va avoir 3 vecteurs d'entrée, donc les inputs, les X au pas de tenté. Également, l'état de la cellule et l'état caché. Donc, dans un réseau LSTM, l'important, c'est vraiment l'état de la cellule qui va agir comme une mémoire pour notre réseau. Donc, dans le fond, elle va enregistrer en fait les dépendances à court terme et à long terme, donc les relations qui peuvent exister entre les entrées X et nos sorties pour en fait améliorer là, la prédiction là, à chaque pas de temps. Donc là, si on zoome sur notre cellule STM pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette cellule-là, en fait, donc j'ai oublié de mentionner plus tard, là, mais en fait, il y a 2 sorties à cette cellule LSTM-là. Donc, il y a la mise à jour de l'état de la cellule et l'état caché au pas de tenter. Donc, on va vraiment tenter là, de dire qu'est-ce qui se passe dans la cellule. Donc, c'est vraiment les 2 équations là, qui sont en gris. Donc, si on prend l'état de la cellule au pas de temps précédent, donc notre mémoire, puis là, en fait, de cette mémoire-là, on va venir supprimer une portion de cette mémoire-là qui n'est plus nécessaire à ce pas de temps-là. Donc, avec la forget gate, donc cette ligne ici, on va venir supprimer une partie de notre ancienne mémoire. Puis, avec cette ligne-là ici, on va venir ajouter la nouvelle information à cette mémoire-là à l'aide du input gate puis des candidate values. Donc voilà, puis là, en fait, le résultat va nous donner la mise à jour de notre mémoire, donc notre état de la cellule. Puis là, ensuite, pour obtenir l'état caché, qui est en fait la sortie également de notre cellule LSTM, donc de notre couche LSTM, ce serait de prendre une portion de cette mémoire-là, donc de cet état de cellule-là, puis de la filtrer avec le output gate, qui va en fait utiliser seulement ce qui est important dans cette mémoire-là pour ce pas de temps-là pour réaliser une prédiction. Donc, ça peut être un peu abstrait, mais c'est à peu près ça qui se passe dans le réseau, dans la cellule LSTM. Donc, ça, c'est réalisé à chaque pas de temps et pour chaque couche LSTM, si on en a plusieurs. Donc, maintenant qu'on sait comment fonctionne un réseau LSTM, là, maintenant, pour bâtir notre base de données d'entraînement, comme je l'ai dit, on a utilisé un modèle numérique asymétrique
du puits d'injection. Donc, en fait, on a utilisé un modèle qui a été déjà validé par Baudry et Hall, puis que, par contre, eux, ils représentaient un puits à colline permanente. Dans notre cas, on a modifié la géométrie et les conditions frontières pour représenter le puits d'injection. Donc là, je vous montre une figure là, à droite de, de ces conditions frontières-là, de la géométrie. Puis à gauche, en fait, c'est juste un rappel pour vous dire qu'on a également inclus dans le modèle numérique l'effet de la variation de la viscosité dynamique et de la masse volumique de l'eau en fonction de la température dans notre modèle. Donc, une condition frontière importante à ce modèle-là, c'est la température de l'eau qui va être injectée dans le tuyau d'injection, dans le puits d'injection. Donc, comme on n'a pas représenté le PCP dans notre modèle numérique, mais on va venir approximer cette température-là à l'aide de la source clinique infinie. Donc, on va venir là, générer une fonction en escalier de flux de chaleur normalisé qui va nous permettre ensuite là, de déterminer la température, d'approximer en fait une température pour cette charge-là, ces charges-là à notre puits d'injection. Donc, on va faire la même chose pour le débit de saignée. Donc là, on va le diviser en fait par la surface, l'air de notre tuyau d'injection. Puis on va également l'appliquer à cette condition frontière-là, comme une vitesse d'entrée d'eau. Donc, on va faire plusieurs simulations. On va en faire 500 en tout pour entraîner notre réseau LSTM. Donc, en faisant varier, en fait, ces deux graphiques-là. Donc, la fonction escalier de la saignée, le débit de saignée, et la fonction escalier du flux de chaleur normalisé qui va ensuite donner, là, bien sûr, via la SLI, l'évolution de la température dans le temps. Donc, on va en faire 500, comme je disais. Puis, on va faire une simulation additionnelle qui va être utilisée comme validation en fait à notre réseau pour juste voir là, si notre réseau est accurate, là, est précis en fait. Donc ici, je vous présente la structure de notre réseau LSTM. On a testé différentes combinaisons de couches. Donc là, ici, il y en a trois, mais on a testé, il y a 3 couches LSTM. On a testé là, 1 à 4 couches LSTM. On a testé différentes couches de normalisation, même des transformations sur les entrées et les sorties du réseau LSTM. Donc, notez là, que la sortie ici, c'est le rabattement sur le débit de saignée plus 1. Ça permettait en fait de faciliter l'entraînement et d'éviter des problèmes là, avec des variations rapides de niveau d'eau dans le puits. Et le plus 1, c'est pour éviter la division par 0. Donc, en fait, là, maintenant qu'on a une base d'entraînement, qu'on a entraîné notre réseau LSTM, là, on va le tester en fait sur des paramètres, des données d'opération au laboratoire à Varennes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a un PCP là, de 215 mètres à cet endroit-là et un puits d'injection de 150 mètres qui sont séparés là, de 10 mètres l'un et l'autre. Donc, ici, c'est l'ensemble de tests qui a été employé. Donc, la figure un peu que Gabriel Dion précédemment n'était pas affichée, en fait. Donc, ici, on a le profil de charge en vert. Puis, en rouge et bleu, on a la température de sortie et d'entrée dans le PCP. En jaune, c'est le pompage, en fait, dans le puits, dans le PCP. Et en orange, c'est le débit de saignée. Donc, nous, on s'intéresse principalement à ces deux zones-là. Donc, entre le jour 10 et 18 et entre le jour 27 et 35, parce qu'en fait, c'est là qu'il y a de la saignée. Donc, c'est là qui est important pour nous. Puis, notez comment, en fait, il y a eu 4 jours où on a chauffé l'eau. Et après ça, il y a eu 4 jours où il ne s'est rien passé, en fait. Donc, la température de l'eau, elle a diminué. Donc, on s'attendrait à ce que pendant ce moment-là, donc pendant cette zone-là, on s'attendrait à ce que le rabattement négatif augmente dans le puits d'injection, causé notamment par cette variation de température et donc une variation de la viscosité dynamique de l'eau. Là, ici, je vous présente une figure des pertes. En fait, en bleu, c'est l'évolution du rabattement dans le puits d'injection mesuré avec un capteur de pression.
En vert, c'est la prédiction réalisée par le réseau LSTM. Donc, en fait, pour les premiers 18 jours, on a un RMSE de 14,8 cm. RMSE, c'est racine de l'erreur moyenne quadratique, il me semble. Puis c'est ça. Puis en fait, là, ici, on voit bien l'effet de la variation là, de la, de la température et donc de la viscosité. Donc, on a une augmentation, comme je disais, de notre rabattement négatif. Puis, en fait, durant cette période de 12 à 18 jours, on a un assez bon fit là, avec un RMSA de 7,3 cm. Vous avez sûrement remarqué l'écart là, en fait, c'est que notre puits d'injection a débordé durant l'essai, malheureusement. Ce qui a fait en sorte que, ben, c'est selon les données, ben, la courbe en bleu est mauvaise, en fait. Puis ici, on a obtenu un rabattement, on a mesuré un rabattement positif dans le puits d'injection. Donc, ça serait causé notamment à une recharge, une diminution de la recharge de l'aquifère ou une augmentation de l'évapotranspiration qui a causé en fait ce rabattement-là dans le puits d'injection. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Donc, on a entraîné en fait un réseau LSTM pour prédire les rabattements dans le puits d'injection. On l'a entraîné sur seulement des données synthétiques. Ensuite, on l'a testé sur des données d'opération réelles. Puis, en fait, là, on a observé quand même un bon fit malgré tout. Puis, on a également visualisé là, que l'effet de la température a été pris en compte par notre réseau LSTM. Donc, j'aimerais prendre le temps de remercier nos partenaires de la chaire de recherche. Puis, c'est ça.